Ils sont 11 millions en France à accompagner au quotidien un proche en situation de dépendance en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. J'aide, c'est le podcast qui donne la parole trop souvent niée aux aidantes et aux aidants. Plusieurs thématiques sont abordées, leur parcours, les difficultés traversées, mais aussi les solutions qu'ils ont trouvées pour mener de front leur vie personnelle, professionnelle et leur vie d'aidant. J'aide, c'est le podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidantes et des aidants. Bonne écoute. Qu'est-ce qu'être aidante ou aidant ? À l'occasion de la Journée nationale des aidants et des aidantes portée par le collectif Je t'aide, J'aide vous propose 3 témoignages. À travers cet épisode, vous découvrirez 3 manières de vivre l'aidance. 3 parcours de vie qui décrivent la prise de conscience de ce rôle, mais également l'isolement qui résulte de cette situation. Emmanuelle, mère de Sorène, porteuse d'un handicap. Salima, mère de 2 enfants qui ont une maladie génétique. Catherine, mère de Julie, 29 ans, ayant une maladie rare du fonctionnement du métabolisme. Cet épisode est réalisé avec le soutien de Janssen. Alors, je suis donc Catherine, j'ai 57 ans et je suis la maman d'une jeune femme de 29 ans avec qui je vis seule depuis une dizaine d'années. Voilà, ma fille Julie a une anomalie rare du fonctionnement du métabolisme. Elle n'est pas autonome. Elle est accueillie dans un foyer à la journée. Et elle rentre chaque soir au domicile. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'être accompagnée dans les actes de la vie quotidienne pour pouvoir avoir une vie sociale en dehors de son accueil sur l'établissement. Et je lui prépare son médicament chaque jour depuis 12 ans, puisque son anomalie du fonctionnement du métabolisme est une anomalie du transport de l'énergie, du glucose au cerveau. Et il y a un traitement qui s'appelle le régime cétogène que je cuisine chaque jour. Donc c'est chaque repas préparé pour lui permettre que son cerveau puisse avoir de l'énergie, donc pour lui permettre de vivre au mieux son quotidien. Elle n'est pas autonome pour calculer, pour peser, pour préparer ses repas. Donc tout repose au jour d'aujourd'hui sur ma capacité à lui assurer avec rigueur chaque jour ses propres repas avec un relais qui peut être son papa. Je m'occupe de ses papiers. Je m'occupe de toute l'organisation de sa vie quotidienne. Je m'occupe de son médicament. Donc c'est une très très grande responsabilité. J'ai pris conscience que je prenais cette posture-là lorsque le diagnostic médical a été posé à ses 16 ans. Lorsqu'on nous a demandé de lui préparer ses repas différemment. Et avec le temps, en voyant effectivement les effets du régime sur son mieux-être, sa progression, sur le plan de sa motricité globale, au niveau du langage, au niveau de l'élaboration, au niveau de ses relations sociales, là j'ai pris conscience qu'effectivement j'avais cette place de pouvoir l'aider, en tout cas à vivre au mieux sa vie au quotidien. Avant, je vivais donc avec son papa. Nous avons toujours eu, et j'ai toujours eu une vie tournée vers l'extérieur, une vie professionnelle. Avec le papa, donc effectivement, je pouvais avoir une activité de loisir le soir, puisqu'il pouvait s'occuper d'elle. Et puis nous avions, je dirais, une vie la plus ordinaire possible, travaillant tous les deux, Julie étant accueillie sur un établissement à la journée, et puis pouvant partir en vacances et pouvant rencontrer des personnes avec un soutien familial et puis des rencontres. Voilà. Depuis la séparation avec le papa de Julie, je suis
principalement la personne qui va s'occuper de ses besoins en dehors de son accueil en institution à la journée, et de toute l'organisation de la vie quotidienne et de l'organisation des repas, de la préparation des repas. Donc il a fallu que je fasse appel à des services extérieurs, des services d'aide à domicile, qui m'ont permis effectivement de pouvoir maintenir une activité professionnelle et aussi des activités en dehors du domicile et sans Julie. Donc de pouvoir maintenir, je dirais, des relations sociales, et puis de pouvoir aussi aller sur une formation professionnelle sur certains week-ends, et donc de pouvoir aussi vivre et répondre à des passions, des besoins qui sont le dessin. J'ai compris très très tôt en fait que je risquais de me retrouver isolée, seule, et dès le premier diagnostic de Julie, j'ai demandé s'il était possible de rencontrer des parents, une association, pour pouvoir mettre en place un lien autour de cette catastrophe. Je comprenais qu'il nous arrivait là quelque chose d'assez terrible et que seul on n'y arriverait pas. Nous avons, avec son papa, donc rencontré l'association ELA à plusieurs reprises, lors de rencontres de famille, et même si c'était extrêmement compliqué, pour le coup, on s'est senti beaucoup moins seul aussi. À partir de ça, j'ai toujours, en tout cas pour ma part, tenté de maintenir, voilà, une activité en dehors du domicile, et d'aller répondre à mes propres besoins, qui ne sont pas que des besoins de maman, mais des besoins de personnes, voilà, d'humains, à savoir le besoin de pouvoir vivre, voilà, des rêves, de pouvoir vivre rencontrer des gens, de se sentir aimé, soutenu, et de pouvoir donner aussi. Voilà. J'ai eu des moments où je me sentais vraiment très très seule, hein, parce que quand on est aidante et qu'on travaille, on travaille, on rentre chez soi, et finalement on accompagne encore un proche au quotidien. Et pour le coup, quand ce proche, par exemple sur les week-ends où elle va chez son papa, n'est pas là, eh bien c'est le vide. Je suis seule avec moi, on m'appelle pas, on me propose pas une sortie, on me propose pas un cinéma, on pense que je suis avec ma fille et que je prends soin de ma fille. Je me suis rendu compte que les personnes qui me côtoyaient, pour un certain nombre d'entre elles me voyaient comme maman, principalement comme maman, et avec ma fille comme un couple, hein, ce qui n'est pas le cas. Il y a une grande dépendance liée à la situation de santé, du handicap, hein. Mais Julie est une personne à part entière avec ses propres besoins, et je suis une personne à part entière avec mes propres besoins, et même si nous vivons beaucoup de temps ensemble, nous pouvons aussi vivre des temps séparés. Et j'ai pris conscience que si je n'étais pas actrice de mon propre parcours, si je n'allais pas demander, dire coucou, qu'est-ce que tu fais, ou organiser, il ne se passerait rien. Il ne se passe rien. Et ça, c'est une difficulté qui est pas simple à vivre. Alors aujourd'hui, moins seule, et après cette situation de Covid, qui a été quand même très très difficile à vivre, les réseaux sociaux m'ont permis de pouvoir rejoindre certains groupes et de pouvoir prendre soin de moi. Et ça a été finalement, même s'il n'y avait pas le contact physique, une porte d'entrée pour pouvoir aller rencontrer des gens, et notamment dans le cadre de la méditation, pour pouvoir effectivement prendre soin de mes émotions, prendre soin de mon corps, prendre soin de ce que je pouvais vivre, et ne pas sombrer, ne pas me laisser aller aux angoisses liées à la situation de la Covid et liées à ma propre situation avec ma fille au domicile confinée. Je dirais que la vie affective aussi est quelque chose qui n'est pas simple, la rencontre. Mais je pense que quand on est seule et aidante, c'est une difficulté supplémentaire, parce qu'il y a les regards sur qui on est, qui sont à bousculer. Il y a les peurs,
Il y a les représentations sur le handicap. Donc ça, c'est pas simple. Sur mon chemin aujourd'hui, j'ai rencontré des tas de personnes à l'écoute aussi et soutenantes par rapport à des projets que je peux avoir et aussi en attention sur mes besoins. Et je ressens beaucoup de gratitude pour tous ces métiers d'aide à la personne, pour toutes ces personnes voilà, qui viennent dans mon quotidien et qui prennent soin de ma fille, qui me permettent d'aller travailler. Demander de l'aide, c'est pas simple. Quand on est aidante, et je suis aussi aidante professionnelle, longtemps j'ai pensé que pour pouvoir aider les autres, il faut aller bien. Il ne faut pas avoir de problème dans sa vie personnelle. Je me suis rendu compte finalement au fil du temps que ben, oui, on peut aider les gens et puis on a des forces, on a des compétences, on peut être à l'écoute, en empathie et avoir de l'énergie pour mettre en place et accompagner. Et puis on peut être aussi avec des moments de fragilité, des moments de fatigue, des expériences de vie des événements qui vont venir nous bousculer, parfois nous fracasser. Et tout ce chemin m'a finalement, tous ces événements m'ont finalement amené à penser que euh, je suis une personne et nous sommes des personnes avec des ressources, des compétences, des possibilités dont on n'a pas toujours conscience, mais nous avons aussi des fragilités, des vulnérabilités, et seuls, nous ne sommes rien, seuls, nous ne pouvons rien. Nous dépendons les uns des autres, et cette notion de l'interdépendance, je l'ai découverte il y a quelques années, et finalement, elle m'a permis d'accepter aussi l'idée que, voilà, ces aides à domicile qui interviennent chez moi, chez Julie, c'est dans notre intimité et finalement c'est ok et c'est bien et ça m'a permis et ça me permet de pouvoir rester debout, de pouvoir continuer ma vie dans les meilleures conditions possibles, de répondre à mes besoins. Et ça permet aussi à Julie de pouvoir vivre aussi en dehors de sa maman des relations qui sont aussi des relations d'interdépendance parce qu'elle apporte aussi aux autres, elle m'apporte aussi énormément. C'est quoi le soin finalement? C'est quoi prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la vie, de ce qui nous entoure et c'est vraiment un chemin. Ça n'est pas venu d'emblée comme une évidence, mais un chemin au fil de toutes ces années avec effectivement des prises de conscience sur ma place auprès de Julie, sur ma place auprès des gens que je peux accompagner, sur comment je fais avec moi, comment je fais avec les autres. Et prendre soin, je pense que c'est vraiment pour moi mon chemin, un chemin, et un chemin pour la plupart d'entre nous. Alors aujourd'hui, je suis j'ai pris la conscience de la vulnérabilité de nos vies et que tout peut basculer très très vite. Et j'ai une fille qui va bien parce que voilà, il y a ce traitement, ce régime qui est extrêmement contraignant, mais qui a des résultats pour Julie en termes d'énergie de vie. Et ma fille a progressé depuis 12 ans et elle est dans la vie, elle peut être amoureuse, elle est joyeuse, voilà. Et c'est gagné et ça, c'est fabuleux. Et je suis très heureuse, très, très heureuse. C'est une victoire pour Julie, une victoire pour moi et une victoire collective. C'est pas qu'une victoire personnelle. Mais j'ai 57 ans, je vieillis. Et cette responsabilité que je porte, je ne peux pas continuer à la porter seule. Et il va falloir effectivement organiser des relais. Et les relais, c'est travailler sur un outil pour convaincre les gens que cuisiner cétogène pour Julie, c'est pas compliqué, c'est possible. C'est commencer à réfléchir sur la possibilité d'un accueil en internat. C'est commencer à réfléchir sur, par exemple, le baluchonnage aussi, permettre
permettre que Julie puisse rester au domicile avec quelqu'un qui pourrait prendre le relais du quotidien pour répondre à ses besoins et donc aussi de cette cuisine particulière et de me permettre, moi, d'aller voilà, me ressourcer, partir quelques jours en congé ou pour vivre voilà, une expérience qui répondrait à mes besoins, en tout cas d'intérêt, de passion. Ce que j'ai envie de transmettre de mon chemin, c'est que ce qui est essentiel, c'est de ne pas rester seul, parce que l'isolement, c'est de la souffrance, et on peut mourir à petit feu de l'isolement. Donc demander de l'aide n'enlève rien à nos possibilités et à nos compétences pour pouvoir accompagner et aider nos proches qui nous apportent énormément, en tout cas moi qui m'apporte énormément en termes d'amour, d'énergie aussi. J'aimerais dire aussi que je ne suis pas qu'aidante et je suis d'abord une personne avec les mêmes besoins que toute personne, que tout humain. En fait, vous savez, j'aime la vie. Bonjour, je m'appelle Salima, je suis coordinatrice contrat local de santé dans une collectivité territoriale du 93 et je suis également parent aidant de 2 enfants qui ont une maladie génétique. Et je suis également étudiante en 2e année de master en santé publique. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis parent aidant et donc je suis dans un premier temps, j'ai été, on va dire, un peu coordinatrice dans le sens où il fallait mettre en place un parcours de soins pour mes enfants. C'était un parcours de soins qui a été un peu subi dans la mesure où on découvrait la maladie, on savait pas trop un petit peu comment ça fonctionnait, donc on se raccrochait aux idées et à l'organisation du médecin coordinateur. Et voilà. Et donc, et dans un second temps, comme mes enfants ont grandi, donc là, je suis plus dans l'accompagnement et on va dire un peu la passation de pouvoir, c'est-à-dire les rendre vraiment autonomes dans leur prise en charge, dans leur maladie et dans le parcours de soins. J'avais toujours cette interrogation où je me demandais sur mes deux casquettes, mes 2 identités en tant que parent et en tant qu'aidant. Mais qui était toujours refoulé. Et il a fallu un épisode dans ma vie professionnelle, donc avec mon ancien employeur, qui était un peu compliqué. Et donc j'ai été à la rencontre du service en santé au travail. Et il y avait une infirmière, c'était en 2015, oui 2014-2015. Bien avant, excusez-moi, 2013, où effectivement elle m'a parlé de elle m'a fait comprendre, elle m'a fait prendre conscience que j'étais aidante et que j'avais 2 rôles distincts, donc entre parents et en tant qu'aidant. Et c'est une qualification qui a pris du chemin au fur et à mesure avec mes différents échanges, mes lectures, notamment sur le développement personnel, parce qu'on se pose pas mal de questions en tant que parent. Et donc ça m'a beaucoup aidée dans cette prise de conscience qui a abouti à des études, notamment en termes de master en santé publique, où l'engagement du patient et aussi de l'aidant est important justement dans ma réflexion de professionnelle. Ça a mis des mots sur des mots, sur des choses que je ressentais, et donc ne serait-ce que en tant que parent, où déjà on a cette implication auprès de nos enfants, mais encore plus quand ils sont en situation, quand ils sont malades. Et donc cette dévotion qu'on peut avoir, j'arrivais pas à l'exprimer, et puis l'isolement aussi. Je me sentais beaucoup isolée, incomprise par mon entourage personnel, entourage professionnel, mais aussi avec les professionnels de santé. Et donc, il a fallu du temps quand même pour construire cette identité et de pouvoir l'exprimer avec mes mots et de la faire entendre. Donc, et j'ai essayé de la faire entendre à travers une volonté de construire ou de co-construire avec mes enfants leur parcours de soins, leur équipe pluridisciplinaire qui pourrait les prendre en charge dans leur maladie
Et donc, ça nous a demandé un changement d'établissement hospitalier, de professionnels de santé, d'aller chercher les informations aussi auprès d'associations et même sur des forums à l'international. Je pense que on peut parler de 15 ans à peu près. Au bout de 15 ans d'aidance, avec 2 expériences différentes, puisque mes 2 enfants ont la même maladie, mais ils la vivent de manière différente. Mais au bout de 15 ans, c'est là que j'ai compris que j'avais cette situation d'aidance. Après, le cheminement a mis du temps, hein, quand même. Et puis même la prise de conscience sur l'isolement, j'en prends conscience que maintenant, en fait, qu'il y a à peu près 3 ans, que j'ai été vraiment, enfin, je me suis isolée, j'ai été isolée et incomprise, ce qui a eu des effets délétères, hein, sur ma santé physique, sur ma santé mentale, sur mon bien-être. Et donc oui, ça a été une prise de conscience qui a demandé beaucoup de temps, avec un accompagnement psychologique aussi. Ce qui est difficile en tant que parent aidant, bah déjà, c'est d'être quelque part, on est un peu jugé du fait que, en tout cas moi dans ma situation, il y a le poids de la culpabilité et du jugement puisque on a 2 enfants quand même avec la même maladie. Elle demande beaucoup de gestion cette maladie et donc du coup on a très peur. On est toujours dans l'angoisse et le stress quotidien. Et donc on donne pas l'accès à notre vie personnelle assez facilement parce qu'on fait pas confiance facilement et parce qu'on n'est pas compris, mais en même temps on délègue pas facilement. Donc du coup on se retrouve dans un cercle assez vicieux où on n'est pas compris, mais en même temps on fait pas confiance. Et donc l'isolement, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, qui est très sociable, qui avait un cercle d'amis qui s'est vraiment restreint jusqu'à même au point de vue familial, hein. Donc c'est resté vraiment de la famille très très proche qui pouvait nous comprendre. En fait, on devient presque sélectif, on choisit les personnes, non pas par rapport aux affinités, mais c'est parce que est-ce qu'ils sont en capacité d'accepter notre situation sans rentrer dans le jugement. Alors que c'est une idée pas forcément bonne puisque on est tellement dans la culpabilité qu'on pense qu'on est jugé systématiquement alors que la notion d'aidance, on le considérera plus comme une notion de faiblesse puisqu'on se dit non, on est quand même capable de s'occuper de nos enfants, donc peu importe l'état d'épuisement, l'état de santé physique ou mentale ou la qualité de vie, mais on doit être là pour nos enfants en fait. Je me suis rendu compte que je ne rendais pas service non plus ni à mes enfants, ni à moi-même, ni à mon conjoint, ni à ma famille proche. Donc c'était soit on descendait dans les abîmes de l'enfer et on se retrouvait tous en santé mentale très fragile et donc c'était pas forcément une bonne chose, soit on est quand même, nous les parents, on est quand même la structure, la base pour nos enfants et donc il fallait donner cette notion. Il y a un mot qui vient souvent, c'est l'empowerment, le pouvoir d'agir, et qui est tendance en ce moment. Et donc justement, je me suis dit il faut donner cette capacité cette autonomie à mes enfants pour qu'ils puissent eux être dans un engagement, être acteurs de leur santé et ne pas la subir. Parce qu'on a été tellement confrontés à des situations limite violentes et on subissait en fait la maladie, on subissait le savoir des professionnels de santé et donc ça a été un peu frustrant puisqu'on avait quand même des connaissances, un savoir expérientiel et c'est ça en fait, c'est ce qui m'a fait réagir et je me suis dit non, il faut que mes enfants soient autonomes et en capacité de réagir et de travailler, enfin pas de travailler mais de pouvoir dire voilà, nous on connaît notre maladie, effectivement on n'a pas cette connaissance scientifique mais on a le savoir expérientiel et donc ça permet de travailler quelque part, de construire avec le professionnel de santé un projet de vie avec la maladie
et d'inclure le patient, le professionnel de santé dans ce projet de vie. C'est vraiment, et ça évite justement l'isolement. En tout cas, l'isolement auprès des professionnels de santé, ça aide à gagner en confiance en soi, en estime de soi, et à une reconnaissance à travers justement cette autonomie. Je dirais que ça a évolué dans le sens positif, où j'arrive maintenant à asseoir ou légitimer un petit peu cette position d'aidance et de l'exprimer, et du poids qu'elle a justement dans cette relation de professionnel de santé patient, qu'elle a toute sa place, d'essayer de le rendre moins invisible, et donc plus visible. Et au niveau de l'administration, ça reste quand même un peu compliqué, puisque je pense que faut travailler vraiment sur le système de santé, et donc faut aller un peu plus haut pour que ça puisse avoir un effet, une vague en fait descendante auprès des différentes institutions départementales, régionales, et qu'on puisse considérer la place de l'aidant et valoriser surtout sa place, puisque faut pas oublier que j'avais un métier à l'époque qui permettait de concilier quelque part ma vie d'aidant avec ma vie professionnelle, mais beaucoup sont justement ils sont obligés d'arrêter de travailler pour s'occuper de l'aider, et donc on se retrouve dans une vulnérabilité, dans une précarité sociale, financière, et économique, qui est assez importante, et on reste quelque part dépendante aussi de l'aider, et donc cette perte d'indépendance, on la retrouve pas forcément dans la reconnaissance et dans la visibilité des droits de l'aidant. Donc il y a encore pas mal de choses à faire, et je pense que c'est en train de se construire. Il y a des petites choses qui bougent, et donc ne serait-ce que là, quand j'ai renouvelé le dossier de la MDPH d'un de mes enfants, j'ai vu qu'il y avait un volet aidant. Bon, de mon point de vue aidant, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, il y a encore il y a cette qualification qui est quand même présente dans le dossier MDPH. Je suis dans le stade où je commence à prendre, j'étais une petite chenille, et je pense que je suis en train de prendre je développe mes ailes en tant qu'aidante, pardon. Je suis en train de me construire une identité d'aidante, en même temps que de celle de parents, pour essayer de stabiliser un petit peu toute cette expérience, tout ce vécu, toutes ces émotions, ces sentiments. Alors c'est pas facile, parce que parfois, il y a pas longtemps, il a fallu que je revive certaines émotions qui n'étaient pas forcément agréables, et donc ça demande quand même pas mal d'exercices, mais voilà, je pense que c'est en de bonnes voies. Et puis c'est valorisant aussi de voir qu'il y a pas mal, qu'on est soutenu par des collectifs comme le collectif Je t'aide, par des associations qui sont en train de monter. Il y a pas mal d'actions aussi qui sont en train de se construire. Dans les institutions aussi, on parle de plus en plus des salariés aidants, donc je reste optimiste et positive pour les futurs aidants qui arrivent. Dans le patient, il y a aussi l'aidant, donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est limite du militantisme, je crois. Donc je suis Emmanuelle, je suis la maman de 3 enfants de 14, 12 et 8 ans. Donc Livia qui est l'aînée, Sorène qui est l'intermédiaire, et Ella qui est la petite dernière. Et je suis donc la maman de Sorène qui est porteur de handicap. Sorène a fait un AVC in utero précoce, c'est-à-dire dans les premiers mois de la grossesse, avant que le cerveau ne puisse être totalement formé, et ce qui entraîne, en termes, on va dire, scientifiques, une polymicrogyrie. C'est les neurones qui n'avaient pas de chemin, les circonvolutions cérébrales n'étaient pas faites, et donc ils se sont éparpillés partout, sur l'hémisphère droit, ce qui correspond à un hémisphère droit lisse.
ce qui entraîne chez lui donc une hémiplégie gauche, aujourd'hui qu'il a récupéré au niveau de la marche, mais il sous-utilise son bras gauche et sa main gauche, et des troubles envahissants du développement plutôt sévères, comme le fait qu'il soit non-verbal et des frustrations, des colères et des défauts de communication et d'interaction avec une tierce personne. Et voilà. Après, on a mis beaucoup de choses en place et il a 12 ans, donc ça fait un petit moment qu'on évolue dans ce milieu. C'est par le biais du confinement que j'ai pris conscience de l'importance de mon rôle dans ce sens-là, c'est-à-dire sortir du rôle de maman et avoir ce rôle d'aidance. Jusqu'à présent, j'avais le nez dedans, c'était mon fils, c'était plutôt on va dire un grand bébé, donc je m'en occupais tel quel, comme les autres quand ils évoluent. Et puis, Sorène grandissant, avec ce confinement, on s'est retrouvés coincés au 5e étage pendant 2 mois et demi, sans pouvoir sortir, parce que Sorène ne tolérait pas la frustration due à la sortie, parce que pour lui, si on sortait, c'était pour aller faire ses magasins fétiches, et c'était impossible. Donc on avait pris le parti de ne plus sortir pour éviter ces frustrations-là, et donc on a dû créer intérieurement tout un imaginaire pour le faire sortir de la maison sans le faire sortir. Et c'est vrai que même si jusqu'à l'année dernière, il était H24, il était quand même à l'IME de temps en temps. On avait des petits moments de répit puisque on est séparés avec le papa, et donc un week-end sur 2, je pouvais un petit peu essayer de me recentrer sur d'autres tâches que m'occuper de mes enfants. Et finalement, en fait, ce confinement, on s'est retrouvés comme des cocottes minutes. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une confusion entre mon rôle d'aidante et mon rôle de maman. Et par le biais de tous mobiliser Urgence Répit, et par ce réseau-là que je connais par d'autres sphères, on m'a conseillé fortement de saisir les mains tendues. Et en fait, pour la première fois, j'ai saisi ces mains tendues, et je me suis reposée sur d'autres personnes que moi-même pour gérer certaines choses du quotidien. Et je pense que c'est là le déclic que j'ai eu, de me dire je suis aussi, je fais partie de ces aidants familiaux. Et pourtant, ça fait un moment que je suis dans la boucle du handicap et que je suis aidante finalement de Sorène. Mais là, c'est la vraie prise de conscience, c'est ce moment-là où on était enfermés les uns avec les autres, et il y a eu cette nécessité d'aller vers l'extérieur pour pouvoir respirer. Maintenant que je le regarde avec du recul et que je prends conscience de ce qu'est l'aidance, de l'isolement social lié au handicap, je prends conscience que oui, on était complètement isolés. Maintenant, c'est aujourd'hui que je le dis, après avoir saisi ces mains tendues et après avoir pris conscience qu'une aide extérieure peut nous soulager, peut nous apporter beaucoup, et sans culpabilité. Parce que mon gros problème, moi, c'était de déléguer, on va dire, la tâche d'éducation, de garde, d'accompagnement de Sorène à quelqu'un d'autre, parce que pour moi c'était mon rôle de maman en fait. Sauf que j'ai pris conscience aujourd'hui que j'ai un rôle de maman qui est très important, mais il y a un rôle d'aidant, et ce rôle d'aidant, des fois ça peut être bien que ce soit une personne extérieure qui s'en occupe. C'est sûr qu'on est freiné dans certains quotidiens, notamment sur les vacances ou les sorties qu'on pourrait faire de manière familiale, où la question est toujours: est-ce que c'est accessible? Est-ce que potentiellement il y a un moyen de repli si ça va pas quand on y est avec tous les enfants? Est-ce qu'on peut s'adapter? Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce tralala pour aller faire cette activité par exemple, mais prendre le risque que ça se passe mal parce que Sorène est présent et que lui n'en a rien à fiche en fait de cette sortie-là. Donc ça peut être compliqué, même si j'ai pas du tout l'impression moi d'être sans lien, parce que le téléphone est là, que j'ai une famille finalement qui est très proche. Et que mes amies qui sont mes amies sont très présentes de manière téléphonique, on va dire. Donc par le biais du virtuel, je me sens pas du tout isolée. Socialement parlant, dans la vie réelle, c'est plus délicat. J'ai même stoppé mes activités, j'allais dire extrascolaires, parce que j'ai plus le temps, parce que le soir je suis fatiguée.
Donc voilà, je commence à apprécier les week-ends où je n'ai pas mes enfants. C'était très compliqué aussi pour moi au début, parce qu'en fait, le rythme est tellement haletant, rythmé, et prenant que dès que je m'arrête, et ben, ça me fait bizarre et j'ai du mal à gérer comme un manque en fait. Et finalement là, c'est en train de se mettre en place, et j'apprécie de plus en plus ces moments-là et je commence à comprendre ce que ça veut dire de prendre du temps pour soi. Pour Soren, j'ai des projets, de toute manière, c'est sûr, qu'il intègre un nouvel IME parce qu'on arrive en bout de course au niveau du sien. J'ai des projets sur les jeunes aidants, parce qu'on se rend compte que les frères et sœurs trinquent, qu'on essaye du mieux qu'on peut d'équilibrer la donne, mais qu'en fait, au final, de toute manière, ça se recentre sur l'enfant handicapé. Jusqu'à quelque temps, j'aurais dit que ma vie, et de toute manière, je savais qu'elle serait avec Soren collée serrée. Aujourd'hui, je commence un petit peu à prendre du recul vis-à-vis de ça et me dire que ça va être un adulte et qu'à un moment donné, l'adulte, il doit se séparer de ses parents. On va dire que sur les projets à plus ou moins long terme, c'est que Soren prenne un peu d'autonomie. Et que l'on puisse développer et s'investir, nous, en tant que parents, sur des projets et des thèmes qui nous tiennent à cœur, comme le répit et les jeunes aidants. Et moi, le répit, ça fait partie de moi depuis très 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 longtemps. Ça fait très longtemps que j'y pense, que j'ai envie. J'ai jamais eu l'occasion de créer quelque chose et d'apporter ma patte sur ce coin-là, parce que moi j'en ai tellement eu besoin et j'apprécie tellement de partir en vacances en ayant ces instants de répit. Je suis tellement frustrée pour les autres familles qui puissent pas en bénéficier que je me dis à un moment donné, on va prendre le taureau par les cornes et puis on a la capacité pour le faire, on va y aller. Et donc ouais, j'ai les projets d'ouvrir des gîtes de répit aussi pour les familles, mais des gîtes pour tout le monde, quel qu'il soit en fait finalement. Essayer d'accepter l'aide extérieure, parce qu'une fois qu'on l'a accepté et qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est plus facile de rester dans le quotidien en fait. Parce qu'on sait que derrière, potentiellement, on peut essayer d'aller saisir des perches. Même si aujourd'hui, c'est ultra compliqué et qu'en disant ça, au quotidien, on tend des perches, on est à la recherche constante d'aide à domicile ou de conseils et que c'est très difficile d'en obtenir. Mais vraiment, ce conseil de souffler, en fait. Souffler avant de plonger. C'est un peu comme quand on va se lancer faire un long discours, on remet les batteries à zéro, on se met sur le point et hop, on y va. Mais un grand souffle, je pense que ça peut faire du bien pour se repositionner et ne pas tomber. Parce que moi, on est toujours sur la brèche en fait. Et cette brèche-là, j'essaie vraiment d'être toujours du côté positif et rose, on va dire, de la vie, plus que de l'autre, parce qu'en fait, sinon, je sais qu'on peut être happé et on s'en sortira pas. Et de ce fait, les enfants ne s'en sortiront pas forcément de la même manière. Nous vous remercions pour votre écoute. Des événements à destination des aidants et aidantes ont lieu tout le mois d'octobre dans le cadre de la Journée nationale des aidants et des aidantes. Retrouvez-les sur la carte interactive présente sur notre site associationjeTaide.org dans la rubrique Journée nationale des aidantes et des aidants. À très bientôt.